Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show. Gamal Abina est avec nous ce soir. Bonsoir Gamal. Bonsoir tout le monde. Badis Khnissa est également des nôtres. Bonsoir Badis. Il y a également Faisal Moutawi. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed. Et puis il y a Mahdi Razar. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhed. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, envoyé du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Johannesburg pour la réunion ministérielle du G20, au moment où la secrétaire d'État chargée des affaires africaines, Salma Barta Mansouri, était au Conseil de sécurité des Nations Unies, une illustration de plus du redéploiement de la diplomatie algérienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, inaugure à Oran et Tipaza deux usines de dessalement d'eau de mer, une concrétisation des engagements du président et une avancée considérable dans l'objectif d'en finir avec le stress hydrique. Et puis en dernière partie, on parlera de Yasmina Khadra qui remporte 2 prix littéraires en Espagne. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le félicite. Et on commence cette émission, messieurs, avec Ahmed Attaf, donc ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, qui a pris part à Johannesburg à la réunion ministérielle du G20, une réunion qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du sommet du G20 prévu au dernier trimestre de cette année 2025. Donc Ahmed Attaf qui est donc revenu, qui a insisté une fois de plus sur la place de l'Algérie sur le continent africain. Badis Khnissa, il s'agit de la première présidence africaine du G20 depuis sa création. Un commentaire sur les attentes à avoir de ce sommet donc prévu au dernier trimestre de cette année? Nouhed, vous faites rappeler de bien rappeler un élément fondamental qui est d'abord la symbolique. Il faut rappeler que l'Algérie est invitée pour représenter l'Afrique au sein du G20, c'est dire effectivement la place qu'elle occupe, mais surtout le poids qu'elle incarne, notamment en matière de responsabilité, comment incarner, illustrer et porter la voix de l'Afrique, d'une part. D'autre part, effectivement, on revient en septembre 2023 avec cette adhésion de l'Union africaine au G20, dans lequel l'Union africaine et les États africains membres ont voulu effectivement ne pas faire les figurations, mais plutôt être des membres actifs, notamment. Et je pense que l'Algérie aujourd'hui pourra incarner ce rôle prépondérant, ce rôle qui lui incombe, et ce rôle, je dirais même, qui lui revient de nature par cette diplomatie active, je dirais même plus loin, par cette toile de la diplomatie algérienne qui se déploie notamment, encore une fois, toujours avec les principes directeurs de la diplomatie algérienne, à savoir la rigueur, l'engagement et le dévouement. Et d'ailleurs, le dévouement qui a été rappelé même comme argument pour la présidence, notamment de la Commission de l'Union africaine, c'est pour dire qu'effectivement, l'Algérie s'inscrit dans une rhétorique de diplomatie collective, de diplomatie collaborative, dans laquelle effectivement la voix de l'Afrique est portée, mais surtout aussi en complémentarité avec, je dirais, l'ADN et ce que je disais, les valeurs, notamment de la diplomatie algérienne, à savoir être toujours au service des autres États, au service de l'intérêt commun, de l'intérêt mutuel, dans un dispositif gagnant-gagnant. Et je pense que l'Algérie a beaucoup à apporter, comme elle a su le démontrer, que ce soit au Conseil de sécurité ou même au sein de l'Union africaine. Finalement, c'est un nouvel objectif qu'a l'Algérie dans ce sommet du G20. Absolument, parce que vous savez que l'Union africaine, comme l'a souligné Badis, est maintenant membre du G20, du groupe du G20, qui est un groupe quand même important. C'est l'un des forums les plus importants au monde sur le plan économique, stratégique, géostratégique, etc. Et la présidence sud-africaine, parce que l'Afrique du Sud préside actuellement le groupe africain, et le groupe africain doit aller vers le sommet qui aura lieu donc en Afrique du Sud. L'année passée, il a eu lieu au Brésil et l'année prochaine aux États-Unis, avec des propositions concrètes. La diplomatie sud-africaine a invité d'autres pays comme l'Éthiopie et l'Égypte, et également l'Angola, qui actuellement préside l'Union africaine, et aussi le Nigeria, pour parler donc de ses priorités. Le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attaf, qui a pris donc la parole devant la commission ministérielle du G20, qui s'est réunie à Johannesburg, a rappelé, a soutenu que l'idée que l'Algérie appuie aussi les propositions sud-africaines, notamment pour défendre les intérêts de l'Afrique, notamment la nécessité de réformer les institutions financières et monétaires internationales, parce qu'on s'est rendu compte que ces institutions sont vraiment injustes parfois à l'égard des pays africains, avec des pressions, avec beaucoup de conditionnalités qui parfois
freinent considérablement le développement de ces pays. La deuxième chose aussi, c'est par rapport à la dette africaine, parce qu'il s'agit aussi de revoir ce mécanisme qui alourdit certains pays africains. Comme on a évoqué Nouhed la semaine passée, les pays africains se sont dotés d'une agence de notation qui va considérablement aussi améliorer la perception qu'a le reste du monde par rapport aux économies africaines. Et donc, ce plaidoyer a été fait par M. Attaf en soutenant l'idée que l'Afrique doit défendre le système multilatéral, parce que c'est un système qui met à mal ces dernières années, et soutenir aussi le droit international. Et M. Attaf a évoqué la violation du droit international, notamment par l'entité sioniste. Le Premier ministre sioniste Netanyahou est poursuivi par la Cour pénale internationale. Beaucoup de résolutions ont été prononcées par rapport à cette entité qui viole les droits de guerre, les droits humanitaires, etc. Et malgré ça, elle ne l'a pas respecté. Donc ce plaidoyer se fera aussi au sein du G20. L'Union africaine a déjà critiqué un peu l'attitude de l'entité sioniste et le monde occidental par rapport à cette entité. Mais là, c'est vraiment au sein du G20 que ce plaidoyer se fera, bien sûr, en plus des demandes africaines par rapport à l'économie, au développement, etc. Alors, il faut rappeler que l'action barbare de l'entité sioniste, elle a été souvent abordée lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, où a été donc la secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères, Salma Barta Mansouri. Elle a fait le constat de la conjoncture internationale actuelle marquée par de grandes tensions géopolitiques. On l'écoute et on en reparle juste après. Notre réunion se tient dans une conjoncture internationale compliquée, avec une escalade des tensions géopolitiques et une multiplication des crises politiques et sécuritaires, que ce soit des conflits armés, des catastrophes humanitaires ou encore des défis économiques et environnementaux. Il y a aussi le fléau du terrorisme, du crime organisé transfrontalier. Défis qui menacent la paix et la sécurité internationale et portent atteinte à l'efficacité de notre ordre multilatéral. Ces défis s'accompagnent également par des violations grandissantes du droit international et de la Charte des Nations Unies et une marginalisation du rôle des organisations régionales, notamment l'Union africaine. Il y a également des tentatives d'imposer des deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit des conflits actuels, notamment en Afrique. Voilà donc Mahdi Salma Barta Mansouri a donc évoqué tous ces points donc importants de la conjoncture actuelle et elle revient en dernier sur ce deux poids deux mesures appliquées donc au niveau du Conseil de sécurité. Écoutez, n'en déplaise aux rageux et aux aigris, la diplomatie algérienne est en plein essor et continue à être en plein essor. La diplomatie algérienne s'affirme. La nouvelle diplomatie algérienne rayonne par sa présence aux quatre coins du monde, la preuve étant encore lors de ce sommet du G20. Le ministre des Affaires étrangères et ses ministres délégués, en l'occurrence M. Ahmed Attaf, et je tiens à le souligner parce que nous autres médias, on est toujours prompt à critiquer les politiques, on est toujours prompt à critiquer quand ça ne va pas, mais je n'entends pas de louange pour ce ministre des Affaires étrangères qui est un globe-trotteur de la diplomatie, qui est à chaque semaine, par mois et par veau, partout dans le monde pour refonder des relations bilatérales avec tous les pays dans le monde, en Afrique principalement et dans le monde également. On a des nouvelles relations bilatérales avec les plus grands pays du monde. On a vu, par exemple, moi j'ai énormément apprécié l'accolade entre Sergueï Lavrov et Ahmed Attaf pendant ce sommet du G20 qui a fait grand bruit, parce que Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe. La seule personne sur laquelle il s'est arrêté et qu'il a enlacé, c'était M. Ahmed Attaf. Donc justement, ces nouvelles relations de l'Algérie et ces relations bilatérales qui sont promptes à donner une nouvelle orientation sur la diplomatie, eh ben, ça fait chaud au cœur. Tant mieux, parce que ça y est, on s'affirme. L'Algérie, la nouvelle Algérie s'affirme partout dans le monde. Encore plus en Afrique, parce que là, en l'occurrence, on a bien posé notre pied en Afrique pour bien montrer que l'Algérie et la nouvelle Algérie est puissante. Et on continuera. C'est un travail de fourmi, c'est un travail capitale par capitale, sommet par sommet. C'est un travail de relations intimes, on va dire, parce que c'est dans des salons, dans des
petites réunions que se forment et que se forge justement cette amitié entre l'Algérie et tous ses pays partenaires. Donc voilà, l'Algérie n'a de problème avec personne, l'Algérie discute avec tout le monde, et c'est ça justement le message que veut donner la nouvelle Algérie. Gamal, un commentaire sur le déploiement de la diplomatie algérienne. Simplement, c'est d'abord qu'on a une belle école diplomatique qui date de la Révolution, c'est pas d'hier, avec des jeunes qui ne connaissaient pas du tout la diplomatie, mais qui ont eu l'art et la manière de discuter par rapport à l'arrêt de la barbarie coloniale. Ensuite, c'est une école diplomatique qui a su amener, Yasser Arafat, on l'a déjà dit, tout un tas de conflits qui ont été soit désamorcés, soit quasiment arrêtés par cette diplomatie. C'est une diplomatie qui met en avant, et c'est en cela qu'elle est reconnue, le fait qu'on discute et on ne corrompt pas. On n'est pas là pour corrompre, on n'est pas là pour acheter, influencer ou menacer. Et surtout, le rapport qui est important à souligner, c'est que c'est une diplomatie qui s'est redéployée. N'oublions jamais que pendant, malheureusement, parce que le G20 c'est 99 à la création, c'est le pendant effectivement du G7, mais avec un monde élargi, 75% des richesses mondiales, parce qu'il n'y a pas que les pays industrialisés, il y a les pays en voie de développement, les pays au seuil de développement, il y a plein de pays qui sont intéressés. Et donc le fait qu'on voit cette jeune diplomate s'exprimer avec brio, elle maîtrise ces sujets, on se souvient de la joute verbale qu'il y a eu entre le représentant de l'entité sioniste et puis notre littéralement porte-parole de l'Algérie, qui ne s'est pas associé à la reconnaissance, clairement dans ces termes, vraiment à fleur et moucheté. C'était très fort comme séquence, il faut se rappeler, avec des Blancs, avec une position de défensive de la part des sionistes face à une position offensive et légaliste de l'Algérie. De toute façon, la position de Ammar Ben Jammeh, son discours a toujours été de la sorte. Gamal Abina, il a toujours su imposer l'idée de l'Algérie. Il l'impose d'une belle manière. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a un passé qui est quand même extraordinaire. C'est quand même le pays qui a littéralement ouvert la voie aux indépendances des pays qui étaient sous contrôle colonial français. Puis surtout, c'est que cet art de la palabre africaine, on parle beaucoup d'oralité. En l'occurrence, elle est exercée de façon extraordinaire. On sent vraiment qu'il y a une véritable tradition. On sent qu'il y a de l'éducation, c'est important. On sent que ces gens s'inscrivent dans l'extérieur, ils connaissent les relations internationales, ils connaissent les États avec lesquels ils parlent. Ça a été dit un instant par Mehdi, effectivement, l'accolade de Lavrov, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. Il faut bien comprendre que voilà. Ça arrive pas. Lavrov est passé devant tous les ministres des Affaires étrangères en pratiquement, je vais le dire, pratiquement sans les saluer, ou les saluer de façon très furtive. Et quand il est arrivé au point de saluer notre ministre des Affaires étrangères, qui est un ancien de la diplomatie algérienne, il est resté longuement avec lui, il l'a salué, exactement, et on sent comme quoi il y a une véritable amitié, et une proximité entre les deux ministres des Affaires étrangères. Je tiens à souligner que Lavrov, ça fait plus de 10 ans qu'il est ministre des Affaires étrangères russe. Et c'est un vieux de la vieille de la diplomatie, donc il connaît les enjeux politiques mondiaux. C'est très important. C'est très important. Juste pour finir mon propos par rapport à ça, bien sûr. Le fait est que, c'est bien de le rappeler parce que c'est pas de hasard, le fait est que quand il fait ça, il sait que le monde a bougé depuis 2022. Il sait que Trump est arrivé aux commandes, que la guerre d'Ukraine c'est bientôt fini, que la négociation se fera sur le dos évidemment de l'ex-président ukrainien. Et il sait effectivement que les relations doivent être nouées de façon d'un part égale entre la Russie, les États-Unis qui s'entendent, la Chine, tous les pays importants. Et j'ai envie de dire simplement pour conclure mon propos, c'est que l'Algérie fait partie des 4 grandes puissances africaines. Sur le plan économique, on le sait déjà. Sur le plan militaire, deuxième puissance. Sur le plan politique, c'est quasiment la première puissance, c'est elle qui parle avec tout le monde. Et sur le plan de la symbolique, c'est effectivement, encore une fois, la première puissance. Pourquoi ? C'est pas pour se gargariser, c'est que malheureusement, c'est l'histoire qui parle. Il n'y a pas à discuter. L'Afrique compte. Vous avez évoqué l'Union européenne, la guerre en Ukraine, etc. On sait ce qui se passe actuellement en Europe avec la nouvelle direction politique aux États-Unis. Le fait qu'il y a 10 ans, l'Union africaine ne comptait pas du tout. C'est ça, alors qu'aujourd'hui, elle pèse de tout son poids. Elle est membre du G20. Parce que tout le monde s'est rendu compte. Et tout le monde l'a constaté, comme l'a d'ailleurs souligné le président Mehdi Tebboune au sommet des MAEP d'Addis Abeba, tout le monde sait que l'avenir est en Afrique. Donc c'est pour ça que des pays comme l'Éthiopie, qui est un pays important, comme l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, l'Angola, etc., soit au G20, ça veut dire qu'ils vont porter la voix de l'Afrique. En plus, Mme Mansouri, qui est donc ministre déléguée chargée de l'Afrique, a discuté avec plusieurs hauts responsables de l'ONU sur des questions qui sont aussi importantes et que l'Algérie est leader. Gamal parlait de rôle leader locomotive de l'Algérie. C'est vrai que même en matière de sécurité, tous les partenaires de l'Algérie à l'étranger, notamment aux États-Unis, la Russie, évoqué par Mehdi, l'Europe, etc., évoque ce rôle d'un pays leader en matière de lutte contre le terrorisme. Madame Mansouri, on en a parlé à l'ONU. C'est bien de rappeler la sécurité parce qu'il y a la question de l'eau, on va en parler tout à l'heure. C'est les futures guerres, l'heure bleue, on l'appelle l'heure bleue. Effectivement, il y a un stress hydrique qu'on constate dans les pays du Sud qui sont exposés à ce réchauffement. Et l'Algérie est déjà en train de parler de la question de l'eau de façon très forte. On en parlera effectivement. Et ces guerres de l'eau peuvent arriver. On parle de l'Éthiopie par rapport à l'Égypte et le Soudan. Il y a une tension.
les guerres régionales au Moyen-Orient, on les connaît déjà, la question de la Turquie qui alimente l'Euphrate et le Tigre, toutes ces questions-là vont avoir une importance capitale avec le réchauffement climatique. Parce que la sécurité, c'est pas uniquement la lutte contre le terrorisme, c'est aussi l'alimentation, aussi la sécurité alimentaire, la sécurité technologique. L'Algérie est en train d'avancer un grand pas, notamment pour se prémunir contre les menaces extérieures. La sécurité de l'eau, on va en parler tout à l'heure, parce que la sécurité hydrique, effectivement, est un point. Tous les experts pensent que les guerres de futur tourneront autour de cela. Alors l'Algérie se bat également pour la réforme des institutions internationales. Salma Barta Mansouri en a également parlé. On l'écoute. L'Algérie est intimement convaincue que notre attachement à l'ordre multilatéral demeure le moyen le plus efficace pour faire face à ces défis communs. Toutefois, cet ordre connaît des remous sans précédent découlant d'une montée de la polarisation internationale et l'érosion de la confiance en les institutions onusiennes. Partant, nous estimons que la réforme de l'ordre multilatéral est une nécessité qui ne peut plus attendre. Cette réforme devrait être inclusive, juste et équilibrée. À cet égard aussi, nous tenons à faire la lumière sur 5 points importants et nécessaires pour guider le processus de réforme des Nations Unies et renforcer l'efficacité de l'ordre multilatéral. 1. Il est nécessaire de préserver le rôle central des Nations Unies et d'étayer la représentation juste et équilibrée au sein des organes des Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité. Il est inacceptable que continue l'injustice historique que subit l'Afrique, sachant que l'Afrique est le continent qui représente plus du quart des États membres des Nations Unies, alors que ce continent demeure privé de représentation permanente au Conseil de sécurité. Et sa représentation dans la catégorie des sièges non permanents demeure limitée. À cet égard, mon pays réaffirme son plein appui à la position africaine commune, telle que stipulée dans le consensus des îles Unies et la déclaration de Sirte. Madis Khnissa, je reviens vers vous. Alors l'Afrique aujourd'hui aspire à occuper la place qui lui revient. Tout à fait, tout à fait. Et quoi de mieux que justement, effectivement, l'Algérie comme locomotive diplomatique, notamment en Afrique, aux côtés de ses alliés, de ses partenaires notamment, qui convergent sur les fondamentaux, à savoir comment porter fidèlement la voix, non seulement de l'Afrique, mais aussi des peuples africains. Je rappelle qu'au lendemain de l'élection plébiscite de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, le maître mot était de défendre les peuples opprimés, les peuples colonisés, et élever la voix justement de l'Union africaine et de l'Afrique. Et je reviens, tout à l'heure on a assisté à des scènes formidables. Moi je vois aujourd'hui, effectivement, comme jalon, comme épisode diplomatique, innovant notamment, qui a été porté par l'Algérie, entre autres, par d'autres pays également, c'est de voir ce décloisonnement diplomatique qui a été, je dirais, établi par notamment l'Algérie et d'autres pays comme l'Afrique du Sud. C'est pas un hasard qu'effectivement l'Afrique du Sud préside ce G20, mais aussi que ce décloisonnement va permettre effectivement aux pays africains, à l'Afrique, à travers justement des pays comme l'Algérie, qui établissent des diagnostics réalistes, mais surtout des solutions pragmatiques en matière de feuille de route collective avec les autres pays. Et ce n'est pas un hasard aujourd'hui qu'effectivement on voit cette émergence de cette Afrique incontournable sous, je dirais, la clairvoyance diplomatique et la vision prospective, notamment du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a su apporter effectivement un langage, ce qu'on appelle un lexique discursif, pour que puisse tout le monde s'articule autour du même intérêt commun, qui est celui effectivement de porter et faire émerger cette Afrique. Cette Afrique aussi, que je rappelle au sein du G20, et je persiste ici, ce que j'ai dit la semaine dernière, elle est charmée, elle est courtisée par effectivement l'Occident, elle est courtisée par tous les continents d'ailleurs, et c'est pourquoi c'est pas un hasard que l'Algérie aussi défend cette complémentarité intercontinentale, notamment avec l'Afrique, comme continent incontournable. Oui. L'Afrique, c'est 2500 milliards de PIB. L'Afrique, c'est 1,5 milliard
millions d'habitants. L'Afrique aussi, c'est la zone de libre-échange qui est la plus importante en matière de nombre. Certes, en matière de flux et d'échanges commerciaux, on reste dans des proportions assez faibles qui sont de 16% versus 60% pour l'Union européenne et l'Asie. Et c'est pourquoi, effectivement, à travers cette feuille de route, on va dire, éclairée, cette feuille de route aussi pragmatique qui doit engager, encore une fois, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'engagement et de dévouement, que les États, tous ensemble, convergent aux côtés des grandes puissances, comme justement une puissance, non pas avec un regard condescendant, mais qu'une puissance sur le même piédestal que les autres puissances, notamment, y compris aujourd'hui le G20. Très bien. Alors, vous évoquez donc l'Algérie en tant que puissance. Moi, je vais évoquer l'Afrique du Sud également. Est-ce que ces deux pays, l'Algérie et l'Afrique du Sud, Faisal Mataoui, peuvent être les deux pays qui vont représenter notre continent, le continent africain, au sein du Conseil de sécurité? Je vais être franc avec vous, Nohad. Oui, je vote pour l'Algérie et pour l'Afrique du Sud parce que c'est des puissances leaders en Afrique. Ils ont une histoire glorieuse dans la lutte contre les systèmes d'apartheid ou de la colonisation. L'Algérie a payé le lourd tribut, comme l'Afrique du Sud, pour se libérer et s'émanciper. Et c'est des diplomaties de valeur. L'Afrique du Sud a déposé plainte contre le régime d'apartheid, le régime sioniste, devant la Cour pénale internationale. Elle s'est battue malgré les attaques, malgré les menaces. Et l'Algérie a toujours plaidé et soutenu l'Afrique du Sud. L'Algérie a toujours défendu l'Afrique. On a entendu Mme Mansouri parler tout à l'heure de l'injustice historique à l'égard de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le seul continent qui n'a pas de siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le même système qui a été hérité donc, de la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre de pays non permanents africains au sein du même Conseil est très bas par rapport à d'autres continents. Donc oui, ces deux pays qui ont toujours défendu l'Afrique, son histoire, comme l'a souligné Badis, les peuples africains qui ont toujours aussi travaillé pour une solidarité agissante en matière économique, etc., méritent largement d'être effectivement les futurs représentants de l'Afrique parce qu'ils sont à défendre la voix des Africains. Mahdi, l'Algérie et l'Afrique du Sud seraient les meilleurs représentants du continent? Écoutez, pas par chauvinisme, hein, je le dis, parce que on va croire que c'est du chauvinisme. Non, moi, je parle par les faits, par les actes, par la représentation. Moi, je trouve, comme l'a si bien dit notre ministre délégué à l'Afrique, comment un continent comme l'Afrique, qui détient plus d'un tiers des pays membres de l'ONU, n'a pas de siège au Conseil de sécurité. Comment ça se fait que les 5 membres du Conseil de sécurité sont là depuis plus de 70 ans et ça n'a pas changé? Comment ça se fait que la Chine, l'Angleterre, la France, la Russie et les États-Unis ont le droit de vie ou de mort sur plus de 200 États? On est dans l'enceinte même de l'Organisation des Nations Unies qui doit représenter la démocratie à outrance, alors que là, on est dans le déni de démocratie à outrance. C'est un déni de démocratie. Tu ne peux pas avoir 5 pays qui dirigent le monde entier par ces résolutions et qui mettent un droit de veto quand ça ne va pas dans leurs intérêts économiques, politiques ou sociaux. Donc oui, c'est un déni de démocratie dans l'enceinte même de ce que doit être la démocratie, parce que l'ONU, qui est l'enfant de l'ancienne SDN, Société des Nations, a été justement retoquée pour donner plus de démocratie et pour plus faire partager les peuples par rapport à leur voix démocratique. Or, là, nous voyons que depuis plus de 70 ans, rien n'a changé. C'est figé et c'est pas prêt de changer, sauf si l'Afrique, comme elle est en train de se faire sous l'égide de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et d'autres pays comme l'a si bien dit Gamal, le Nigeria, l'Angola, ou l'Égypte, peut commencer à dire attention. Je crois que vous êtes en train de vous moquer de nous, pour être cordial, parce qu'il y a des téléspectatrices et des téléspectateurs. Vous nous prenez pour vos enfants, sauf que maintenant, ce que vous appelez pays émergents, nous sommes des pays émergents. Ce que vous appelez puissance militaire, nous sommes des puissances militaires. Que ce que vous appelez des puissances démographiques, nous sommes des puissances démographiques. Et nous devons parler d'égal à égal. Vous n'êtes pas nos parents. Et maintenant, on doit parler... on peut nous représenter nous-mêmes. On peut se représenter nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de tuteurs, tout simplement. Exactement. Badis Renissa, ça fait déjà un moment qu'on parle de cette réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais finalement, est-ce qu'elle aura vraiment lieu, cette réforme ? Écoutez, j'irai plus loin et je rebondis sur ce que vient de dire Mehdi. Nous assistons à une injustice historique, notamment puisque... Je rappelle que l'ONU a été créée sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 80 ans, on peut même pousser Bouchon, c'est 80. Où effectivement, mais j'explique mes propos. 48. Sur les cendres justement de la Deuxième Guerre mondiale, où en Afrique, il n'y avait pas d'État indépendant. Donc, aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, bien au contraire. Donc je pense qu'il y a déjà là, en fait, une correction notamment de l'histoire, une réactualisation notamment des faits
y compris cette indépendance de l'Afrique qui doit s'incarner, s'illustrer au sein même de l'ONU. Et puis surtout aussi faire face à ce que j'ai qualifié de vétoisation de la démocratie. Puisque ce droit de veto est une aberration, est une hérésie notamment en matière de gouvernance. C'est antidémocratique, on peut le dire. Absolument. Donc l'Union africaine, au-delà de l'arithmétique et de sa représentativité au sein de ce Conseil, elle doit aussi jouer son rôle pleinement, c'est-à-dire autour de la table des decision makers, donc les grandes puissances notamment, pour pouvoir apporter sa voix. Et pour cela, on a besoin effectivement de rectifier cette injustice. Et donc, qui plus est, avec une Afrique qui se construit, qui édifie ses bases, ses fondations. C'est pas un hasard aujourd'hui, effectivement, et je me répète, depuis le premier mandat et maintenant le deuxième mandat, jamais, au grand jamais, nous avons vécu cette émergence notamment de l'Afrique avec une approche pragmatique notamment de l'Algérie, à côté de ses alliés notamment. Donc il y a la profondeur géostratégique, géosécuritaire, et c'est pourquoi l'Afrique, pour compléter sa représentativité, l'optimiser en matière de force, et de présence, il faut qu'aussi qu'elle ait cette souveraineté politique, qu'elle ait cette stabilité politique et notamment sécuritaire, cette aussi souveraineté notamment de la décision elle-même avec l'émancipation de l'Afrique, des peuples africains, avec le capital aussi humain qui est très important sur lequel beaucoup de pays, notamment l'Algérie, investit beaucoup. C'est pas un hasard aussi que ce fonds d'investissement, notamment 1,5 milliard de l'Algérie, elle est dans l'acte et non pas dans le faire FAIRE et non pas dans les slogans creux. C'est ce qui permettra effectivement de renforcer, consolider l'effort collectif, notamment de l'Afrique. Très bien, merci Badis. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Pour regarder Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on passe tout de suite au débat de la soirée. L'actualité phare de la semaine, c'est l'inauguration cette semaine donc par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des stations de dessalement de Cap Blanc dans la wilaya d'Oran et de Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza, des projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme national décidé par le président de la République pour la réalisation de 5 grandes usines de dessalement d'eau de mer. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mouloud Hachlef, directeur de la communication d'Algerian Energy Company, filiale du groupe Sonatrach. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Est également présent sur le plateau Kherdin Batache. Bonsoir Kherdin. Bonsoir Douhad. Merci d'être là avec nous, journaliste à 24 News, spécialiste de l'économie. Alors Kherdin, je commence avec vous. Vous avez donc assisté à ces inaugurations, aux 2 inaugurations, donc avec le président de la République. Vous avez été à Oran et également à Fouka. Qu'est-ce que vous retenez de ce déplacement? Qu'est-ce que vous retenez de ces inaugurations de stations de dessalement très importantes que le président de la République avait promis pour avant Ramadan? Alors, peut-être trois points principaux à retenir essentiellement de cette tournée d'inauguration des 5 usines de dessalement prévues dans le cadre du programme complémentaire ordonné par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, comprenant des stations à l'est du pays, région centre, et également à l'ouest du pays, plus particulièrement la région qui subit peut-être le plus les affres du stress hydrique et qui frappe pas seulement l'Algérie, mais l'ensemble de la Méditerranée, y compris la rive nord. La première chose, c'est l'ampleur des réalisations, les délais de réalisation historiques. Record, 26 mois en moyenne, alors qu'on est d'habitude sur des délais supérieurs, atteignant peut-être les 36 mois, voire plus. Le budget, l'enveloppe budgétaire mise sur la table par l'État algérien, 2,4 milliards de dollars pour la réalisation de ce programme complémentaire comprenant les 5 stations. Les 5 stations d'une capacité de moyenne de 300 000 mètres cubes jour, l'équivalent de 3 millions de litres par jour. Je parle sous le contrôle de M. Hachlef, qui pourrait peut-être corriger les chiffres si jamais je me trompe. 3 millions de citoyens, en ce qui concerne la station inaugurée aujourd'hui, celle de Fouka, seront alimentés, approvisionnés par l'eau dessalée de cette station située dans la wilaya de Tipaza. 3 millions également de citoyens alimentés dans la wilaya d'Oran. C'est le chiffre moyen, 3 millions de citoyens dans chaque... C'est le chiffre exact, oui, en fait. Le chiffre exact, donc pour
Un total de 15 millions de citoyens qui seront alimentés via ces 5 stations de dessalement. Cela représente 42% du total d'eau dessalée, donc propre à la consommation, produite par l'Algérie. On passe de 18% à 42%. Ces quelques chiffres illustrent bien l'ampleur de ces réalisations. Et ce que l'on retient par-dessus tout, c'est que c'est fait par des moyens 100% algériens, des entreprises algériennes, filiales principalement du groupe Sonatrach. L'autre filiale, c'est celle du groupe Cosider Canalisation. Ces filiales du groupe algérien ont bien relevé ce défi parce que Mouloud le sait très bien comment on faisait avant pour réaliser des stations de dessalement. On faisait appel à des entreprises étrangères suivant 2 modèles de réalisation, clé en main ou BOT, Build, Operate and Transfer. Donc c'est des modèles qui durent en moyenne entre 20 et 25 ans de gestion par l'opérateur étranger qui crée peut-être une joint venture avec une entreprise algérienne avant de remettre bien entendu le projet après ce laps de temps à l'Algérie. Voilà donc de là où on est parti et où on est arrivé en l'espace, rappelons-le, de 5 ans seulement, à peine 6 ans, lorsque le président algérien Abdelmadjid Tebboune a dit qu'il fallait miser sur le dessalement d'eau de mer pour essayer bien entendu de limiter l'impact de ce stress hydrique qui touche l'Algérie. Le dessalement d'eau de mer, je le rappelle, n'est qu'une partie de l'ensemble de la vision algérienne pour lutter contre le stress hydrique. Nous avons également, en ce qui concerne le secteur... Vas-y, bien il y a beaucoup de choses, les barrages, on peut multiplier. Exactement, voilà. La récupération des eaux usées. Oui. Il y a énormément de moyens qui sont mis à disposition, effectivement. Et donc la deuxième phase de ces programmes, ce programme complémentaire qui sera suivi d'un autre programme, normalement de 6 stations à livrer d'ici 2030. On aura un total de 25 stations qui équiperont le littoral algérien. La deuxième phase, ça sera de rentrer dans l'intérieur algérien à hauteur de 150 km. Voilà l'ampleur des réalisations. Donc voilà ce que l'on retient. Troisième point, c'est la fierté de ces ingénieurs, de ces travailleurs, de cette main-d'œuvre algérienne qui réalise ces stations. Nous avons été sur le terrain, nous avons réalisé un reportage récemment dans la station qui sera inaugurée prochainement, celle de Cap Gennet. Nous avons été mais très agréablement surpris par la fierté de ces ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied, mais je vous le dis d'arrache-pied, pour assurer les délais records qui ont été 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 selon voilà, sur 7, 24 sans sur 24. arrêt. Donc nous avons Faisal croisé des jeunes ingénieurs dont l'âge ne dépasse pas les 22 ans qui sont là. Vous les voyez, la fierté de ces ingénieurs algériens qui réalisent ces stations pour l'Algérie. Voilà un peu, grosso modo, ce que l'on retient de ces 2 journées d'inauguration à Oran et à Foucault pour l'instant. Très bien, merci Khaldin Batache, c'était très complet en tout cas. Alors Mouloud Hachlef, je voudrais qu'on parle, si vous le voulez bien, du capital humain algérien. Alors pour la réalisation donc de toutes ces stations de dessalement. En fait, je rajoute tout ça. Moi, j'appelle ça, quand on fait nos réunions, cette belle histoire, ce grand challenge. En fait, parce que le dessalement d'eau de mer, en premier lieu, c'était une solution qui a apporté un petit pourcentage à notre manquement d'eau dans les périodes de sécheresse, parce que ça ne représentait que entre 17%, 16 et 17% de nos besoins en eau potable. Donc, et c'était, allez, on va dire, c'était du chinois pour nous. C'était des joint ventures, donc c'est des étrangers qui géraient, etc. Mais c'est cette belle expérience qu'il faudra calquer dans d'autres secteurs. L'AOC, filiale de la Sonatrach, qui a commencé, mais tout doucement, à acquérir ce savoir-faire. Nous parlons dans l'ancien programme des stations où il y avait même des expats. Au jour d'aujourd'hui, à 99%, il ne reste plus aucun expat sur l'ancien programme, mais aucun. Tous ceux qui prennent la charge de la maintenance et de l'exploitation sont des jeunes Algériens, très expérimentés aujourd'hui. Et c'est de là, avec une volonté politique, je tiens à le dire, une volonté politique forte, qui a décidé dans le programme d'urgence. Tout a commencé, le programme d'urgence, au 2021. C'est là où le président de la République a décidé
que les entreprises algériennes réalisent ce programme. Le programme d'urgence eau 2021, c'est la sécurisation en eau potable de l'est d'Alger et l'ouest de la wilaya de Boumerdès. Au fait, c'est Korso, Bateau Cassé et El Marsa. On parle d'un programme de 150 000 mètres cubes jour, donc c'est 80 000 pour Korso, 60 000 à El Marsa et 10 000 à Bateau Cassé. Donc c'est ce qui a sécurisé 1,5 million d'habitants. Un programme qui a été réalisé en un temps record. On parle à Bateau Cassé de 6 mois, 11 mois à Al-Marsa et 18 mois dans une période très critique. C'était le Covid. On avait des problèmes d'acheminement, etc. Donc, c'est là où le groupe Sonatrach a mis le paquet avec les entreprises algériennes. C'était la première expérience. Toutes ces stations sont rentrées en service. Au jour d'aujourd'hui, ils donnent de l'eau à la population. Et c'est par là qu'on a démarré, sous la décision des hautes autorités algériennes, sur le programme complémentaire numéro 1. Au fait, ce programme, c'est ce qu'on appelle le méga programme. Il faut savoir que c'est l'un des plus grands investissements dans l'industrie du dessalement d'eau de mer. Investissement réel en Afrique, et il est parmi les plus grands projets, même à l'international. On parle de 2,4 milliards de dollars pour l'ensemble des stations. On parle de 1,5 million de mètres cubes jour sur les 300 000 étalés. Donc, là, le groupe Sonatrach a mis tout son poids à travers sa filiale AEC qui a, au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui faisons les plans, nous faisons les cahiers de charges, et avec des EPCistes comme des entreprises nationales, on parle de GCB, GTP, ENAC, SARPI et Considère Canalisation, nous sommes partis sur cette très belle aventure. Cette très belle aventure, bon, il y a des gens qui disent, oui, il n'y avait pas cette expérience, c'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, elle est là. Il y a le capital humain, et nous avons économisé plus de 1 milliard de dollars sur tout ça, parce que avant, quand la construction se faisait, nous avons aujourd'hui, même quand on parle sur un projet à 410 millions de dollars, nous ne transférons que même pas la moitié, 150 millions, qui est juste les équipements technologiques. Mais tout le reste, il est dans les entreprises algériennes. Ces entreprises algériennes qui ont créé une dynamique économique là où ils ont implanté leurs projets. Toutes les entreprises du BTP qui étaient à l'arrêt après le Covid, toutes les entreprises et la sous-traitance. D'ailleurs, notre premier souci et notre première condition par le groupe Sonatrach ou à travers ses filiales et AEC était d'intégrer l'entreprise nationale, d'intégrer le produit national. Nous avons acheté tout ce qui se produit ici, localement, et bien sûr qu'il soit aux normes. Donc en fait, c'est des projets 100% algériens, de A à Z. 100% algériens. Reste cette technologie très compliquée. Nous y travaillons jour et nuit. Il faut voir ce challenge. Nous sommes en train de parler sur des délais que les ingénieurs disaient au début que c'était impossible. Si vous permettez, une question qui va dans votre sens, parce que je sais que vous avez fait un pont aérien pour ramener les équipements. Oui, parce que la pompe, ça prend beaucoup de temps pour la préparer. Comment vous avez élaboré? Je suis en train d'expliquer parce que, je vais vous dire, c'est une équation simple. Quand on fait une commande, parce que les équipements du dessalement d'eau de mer, on ne les trouve pas dans des vitrines pour l'achat ou dans des showrooms. Donc c'est une conception. Chaque station a sa propre conception. Et par exemple, pour avoir une pompe, il faut, pour la fabriquer, C'est du sur-mesure ou pas? C'est des sur-mesures selon l'engineering. Selon l'engineering, le profondeur, la puissance, selon l'engineering de chaque station. Donc il faut minimum 14 mois pour la fabrication pour une pompe. Donc on calcule 14 mois pour sa fabrication, entre 2 et 3 mois pour son acheminement, et on ne va pas parler sur les études de sol. Donc déjà, les 25 mois, ils sont déjà terminés. Nous sommes partis encore plus loin. Donc, parce que notre cher ami nous parle le pont aérien, la décision de la Sonatrach, et ce n'était pas n'importe quel pont aérien, c'est là où nous avons utilisé les plus grands avions
cargo au monde. On parle de Donc, 288 vols. c'est 288 vols pour acheminer parce qu'il y avait des perturbations, Il y avait des gros perturbations dans le fret maritime par rapport à des aléas à l'échelle internationale qui nous dépassaient. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons acheminé, d'ailleurs, comme la Sonatrach, c'était un groupe intégré. Entre toutes ces filiales. Donc AEC a utilisé cela. Les filiales s'entraidaient avec les experts, s'entraidaient avec les équipements, s'entraidaient avec tout ce qu'ils avaient, y compris dans le domaine de se prêter des experts d'un chantier à un autre pour achever. Des stations réalisées par des leaders dans le dessalement d'eau de mer, c'est un fait, ce n'est pas de la langue de bois. Des 200 000 se faisaient entre 36 et 52 mois. 36, c'était dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, nous parlons de 26 mois qui sont faits par des Algériens. Quand vous regardez un projet pareil, avec la complexité, là, on est en train de regarder Fouka, 7,5 hectares. Déjà, c'est un terrain très étroit. On ne pouvait pas commencer à construire les œuvres, on ne pouvait pas commencer à les construire en même temps parce qu'il y avait un problème d'engrenage et d'encombrement au sein même du chantier. L'underground qui est en bas et qui est à 9 mètres au-dessous de la mer, rien que ça, c'est énorme. Les gens ne voient pas, par exemple, l'énormité des travaux offshore. Par exemple, nous devons drainer la terre sous l'eau en 1000 mètres minimum et en 15 mètres, en 1000 mètres de longueur. Et 15 mètres de profondeur minimum. On peut aller jusqu'à 30. Mouloud Hachlaf. Oui, allez-y, finissez votre phrase. Donc ces efforts, je parle de ces grands challenges, des challenges avec le raccordement électrique, parce que là, on parle de 2,4 milliards de dollars, c'est pour les stations de dessalement. Le coût du raccordement, le réseau aval et le raccordement énergétique, il va presque au même montant. Donc là, on est en train de parler sur des sommes que l'État a données pour ce programme. C'est des sommes qui sont presque à 5 milliards de dollars. Très bien. Badis Khnissa, alors M. Hachlaf vient de le dire, c'est un travail titanesque, ces stations de dessalement, beaucoup de travail que nous, on ne voit pas finalement. 26 mois, c'est très peu. Et finalement, ils ont réussi à les réaliser en si peu de temps. Tout à fait, c'est l'illustration du génie algérien, tout simplement. Ce que je vois ici, c'est un exploit technique porté par un capital humain. Et d'ailleurs, je vous ai dévancé tout à l'heure un peu en parlant de cet investissement dans le capital humain en Afrique, avec l'Algérie comme meilleur exemple. Et je parle sous le contrôle de Mouloud. Effectivement, il a évoqué l'approvisionnement, le procurement sur les pompes notamment. Mais j'irai plus loin, c'est-à-dire que dans le PCI, il y a aussi la phase des tests, pré-commissioning et commissioning, qui souvent sont assujettis à des levées de réserve. Donc c'est-à-dire qu'on a introduit tout ça dans les 26 mois, et c'est un exploit technique, je rappelle. Et ça rappelle aussi effectivement cet engagement, cet effort national, notamment avec cette synergie des compétences, 100% algérienne, effectivement, avec un transfert de technologie, j'imagine, qui est effectivement là aussi avec une feuille de route prédéfinie, de manière à faire cette technologie à 100% algérienne à terme. Mais je rappelle aussi un autre exploit et non des moindres, c'est que nous sommes dans des financements en effort propre. Nous n'avons pas des financements internationaux, on a des financements souverains, dans des secteurs souverains. Donc là, on évoque aussi un secteur de souveraineté nationale, notamment à travers et comme tout à l'heure a été évoqué par Gamal, sur cette guerre de l'eau. Donc l'Algérie est dans la prospective, l'Algérie, à travers aussi le président de la République qui a voulu mettre en place ce plan d'urgence, notamment présidentiel, sur les 5 stations, où là aussi les chiffres sont très éloquents. Effectivement, ça a été évoqué 5 milliards 400, mais on parle aussi à ce jour-là, je parle sous ton contrôle aussi, Mouloud, on a 16%, notamment 18% de besoins qui sont satisfaits par justement cette eau non conventionnelle, notamment. Aujourd'hui, j'y viens. Mais on va dire, à partir de 2025, on parlera de 42%. Mais justement, est-ce que c'est jouable selon vous ?
Passé de 18 à 42%. C'est pas jouable, ça se joue. Ce n'est plus jouable. C'est bon. Actuellement, C'est acté. Actuellement, c'est acquis. Nous sommes en train, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avant-hier, on était à Oran, on donnait de l'eau. Aujourd'hui, on est à Fouca. Après-demain, dans les prochains jours, on ira à l'est du pays et vice-versa. Moi, quand je vois que le 23 mars, moi-même, j'étais sur site pour voir la première coulée de béton dans un site vaste. 2023, c'était la première coulée de béton, par exemple, à Oran. Et je reviens sur site. Il faut voir, parce qu'on était très transparent sur ces projets qui partaient en fast track, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et en effort double. Ça veut dire si on a besoin de 2 grues, on ramène la 3e pour aller encore plus vite. Quand vous voyez, on a mis chaque mois, on mettait un vidéo drone pour voir l'évolution et l'avancement de ces projets. Eh ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est fait. Nous avons reçu des délégations étrangères, nous avons reçu le chef d'État, la présidente indienne qui était sur site et qui était impressionnée. Elle ne croyait pas que les Algériens avaient ce savoir-faire dans le génie civil. Ils croyaient qu'on était comme certains pays, on ramenait des ouvriers d'ailleurs. Alors justement, ça confirme finalement la place de puissance émergente de l'Algérie, une place que le président a confirmée une fois de plus lors de son déplacement à Oran, mais aussi à Fouca, donc à Tipaza. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. ما قلت أن الجزائر قوة ضاربة فهي قوة ضاربة بالفعل مش باللسان. شكرهم لأن يعني أعطيناهم توجيهات صح ولكن كما يقولوا بالعامة داروا النيف يعني خدموا 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة تقنيات تقريب جديدة عليهم ولكن كانوا في مستوى التحدي هذا اللي خلى الجزائر اليوم وصلت إلى درجة من التقنية والتكنولوجيا في تحلية مياه البحر اللي ممكن تفيد بها الأشقاء وتفيد بها الشعوب الأخرى. Mehdi Ghazal, donc on renforce aujourd'hui les projets ambitieux dont a parlé le président de la République visent aujourd'hui à renforcer la sécurité hydrique et répondre aux besoins des citoyens. Après notre souveraineté énergétique entre le pétrole et le gaz, notre souveraineté financière retrouvée, où nous n'avons pas de dette, avec notre souveraineté militaire, où nous avons la 2e puissance militaire d'Afrique, nous avons notre souveraineté hydrique. Donc nous sommes totalement indépendants pour l'ensemble des préoccupations principales du peuple algérien. Ce qui est très important, et c'est là où je rejoins Mouloud, les moyens qui ont été mis en place. 288 vols, comme l'a si bien dit Kheldin et Mouloud, 288 vols gros porteurs. Ce n'est pas les avions classiques de transport de passagers. Hein. C'est des avions spécifiques pour... C'est l'Antonov 128. Voilà, c'est le plus gros. C'est le plus grand. Et il y a même eu des modifications qui ont été faites à l'aéroport Ouali Boumediene pour accepter l'appareil sur le tarmac de l'aéroport international d'Alger. Un chiffre très important. Et moi, je mets les pieds dans le plat. Dans un passé si lointain, pas si lointain. Dans un passé pas si lointain, exactement, nous avions une sorte de Essaba qui vendait les projets d'appel d'offres quand c'était des grosses infrastructures à des firmes étrangères et on va se le dire les choses, pour avoir de sortes de rétrocommissions, pour avoir des devises à l'étranger, tout ça. Ça, quand c'est fait par des Algériens, et ben tout ça, c'est plus possible. Tout à fait. Et voilà, c'est quoi l'avenir de l'Algérie. C'est que les projets algériens sont faits par des Algériennes et des Algériens. Du plus petit ouvrier, de l'agent de sécurité au poste de garde, jusqu'au PDG de la structure, ce sont des Algériennes et des Algériens. Et moi, il y a aussi une chose qui m'a marqué et qui est très importante, c'est que tous ces ingénieurs-là, ils sortent de nos universités algériennes. Ils sortent de l'université d'Oran, d'Alger, de Stef, de Constantine, de Annaba, du Sud, de partout. Ce sont des étudiants algériens qui sont devenus des ingénieurs algériens pour des projets algériens. Et la boucle est bouclée. C'est ça l'importance. Si on a notre indépendance, même sur le plan de vue du génie civil, plus rien ne peut nous arrêter. Et il faut donner justement cet essor. Quand moi je vois les moyens qui ont été mis en œuvre, et il faut savoir aussi une chose,
c'est qu'on a eu des propositions qui ont été beaucoup plus chères, il faut le savoir. Oui, ça veut dire que quand on a eu des propositions, quand il y a eu des appels d'offres, qui ont été beaucoup, on a économisé 1,1 milliard de dollars par rapport à l'offre la moins disant qui vient de l'étranger. Vous imaginez la différence, 1,1 milliard de dollars économisés. Donc, l'argent reste chez nous, on travaille, toute la capacité de sous-traitance après que Sonatrach fait avec ses différentes structures, avec ses différents partenaires, avec ses différentes filiales, eh ben, ça tourne entre nous, ça crée de l'emploi, ça crée justement de la faisabilité pour qu'on fasse d'autres projets dans le futur, et surtout, ça crée de l'expérience. C'est ça qu'on avait toujours besoin. On a maintenant notre propre expérience algéro-algérienne. Il y a un point à souligner, Mehdi, si tu Oui, permets, allez-y. Faisal, c'est qu'une partie des financements se fait en monnaie locale lorsqu'on travaille. Il y a des entreprises algériennes, il y a une bonne partie des financements qui est en dinars et non pas en devises. C'est que même quand on dit c'est 2,4 milliards de dollars, comme je l'ai dit en premier lieu, c'est que plus que la moitié n'est pas transférable, elle est en dinars. Donc, et quand elle est en dinars, elle est réinjectée dans l'économie algérienne. Et il y a un deuxième point très important, parce que là, il y a le groupe Sonatrach qui montre autre chose. Le groupe Sonatrach, à travers ses filiales, montre toute sa puissance, que non seulement il est puissant dans le oil and gas, mais qu'il s'adapte à toutes les perspectives. Donc, parce que quand on voit le laps de temps de l'acquisition de ce savoir-faire, même les étrangers n'y croyaient pas. Mais Corso et El Marsa et Bateau Cassé sont là pour dire le contraire. Ils n'y croyaient pas, mais ils ont mis le paquet. Quand on parle du timing, même les étrangers n'auraient jamais accepté de les faire en 25 ou 26 et même 30... En 3-8, quoi, c'est les 3-8. Oui, 30 mois. Mais là, à l'entreprise nationale, il y a d'autres considérations. Ces considérations, on les voit au chantier. Des fois, on est à cheval avec l'HSE pour empêcher certains ouvriers de faire des manœuvres dangereuses. Mais ils sont là, ils ont hâte à placer leurs équipements, à finir leur coulage de béton, à finir... Il y a du cœur. Dans ces projets, il y avait du cœur. Mais moi, par rapport à ça, pardon Gamel, il faut noter que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'un méga projet est réalisé par des entreprises algériennes de cette manière. La maîtrise de la technologie, il y a 15 ans, on ne maîtrisait pas sa technologie. C'était quelque chose d'inconnu pour nous. On ne savait pas absolument comment maintenir, etc. Bien sûr, il y avait comme l'a souligné Mehdi, certaines entreprises dont les circuits se sont sucrés, etc. dans les projets. Là, on a la maîtrise, ça veut dire... Peut-être c'est une question. Ça veut dire qu'il y a ces entreprises du savoir-faire qui a été capitalisé, maîtrisé tout au long de ces années Absolument. où on a commencé à faire du dessalement en 2001 ou en 2000 2001, avec la station 2001, d'Al Hammam. Je vais vous donner Je simplement... rappelle, la station d'Al Hammam, Mouloud, a coûté à elle seule dans les première. 1 milliard de dollars. Oui, en c'était 2000, la première. pas en 2025, seule, exactement, la seule. Quand ça ne valait pas. Il y a aussi une chose qui est très importante, et là je parle sous la responsabilité de Mouloud, l'intégration dans le secteur de la formation professionnelle avec des filiales dans le dessalement. Il y a des filiales dans la formation professionnelle qui ont été créées dans le dessalement, comme d'ailleurs de la création d'ingénierie à la création. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est un globe qui fait... C'est un système intégré. C'est un système intégré où justement on met en perspective, parce que je rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, 250 000 étudiants sortent chaque année de nos universités diplômés. Un quart de million d'Algériens sortent chaque année de nos universités avec un diplôme. Donc ces gens-là, ils ont un bagage qui est juste exceptionnel. Et des structures et des filiales ont été faites pour justement aller dans ces méga projets, ce que moi j'appelle des méga projets. Parce que des projets comme ça, il faut leur donner la valeur qu'ils ont. Nous avons signé avec des centres de formation et l'une des premières promotions qui est en cours, elle finira fin 2025, début 2026, elle est de la wilaya de Boumerdès, et qui sont en train de faire leur apprentissage dans nos stations à ce niveau. Et donc un travail leur sera garanti suite à leur bien sûr, obtention de leur avec des diplôme. contrats de pré-emploi. Voilà. Parce que c'est important de le rappeler pour encourager les personnes peut-être qui voudraient se lancer dans ces études. Comme on le dit à chaque fois, le grand défi, oui, on a fait le premier challenge qui est de réaliser ces stations. Nous les réalisons et nous sommes en train de les livrer. Le plus gros challenge
aujourd'hui et demain, c'est de maintenir, exploiter ces stations. Donc, c'est le plus gros challenge et c'est pour ça que nous avons lancé le groupe Sonatrach via sa filiale AEC, une direction de développement qui est très riche et qui calcule tout ça. Aujourd'hui, la sécurité hydrique était de les réaliser nous-mêmes, nos propres financements, nos propres entreprises, mais de les maintenir nous-mêmes. Les maintenir, c'est aussi garantir un minimum d'équipement ici. Nous avons lancé des pourparlers avec plusieurs partenaires. C'est des technologies très compliquées, mais le groupe Sonatrach, via sa filiale AEC, a lancé des pourparlers pour la production de membranes. Le cœur de ce dessalement, on va continuer d'en parler. C'est les membranes. Très bien. C'est un édifice qui a été créé, et moi je tiens à souligner sur ce plateau et en la présence de Mouloud, le travail exceptionnel qu'a fait Sonatrach et l'ensemble de ses filiales. Parce que faire un projet, un méga projet comme ça, algéro-algérien, c'est une fierté, mais c'est aussi une fierté nationale, bien évidemment, pour nous tous, nous toutes et nous tous ici, mais c'est surtout une fierté pour l'international. Alors, messieurs, on continue le débat dans quelques instants. Merci à vous de nous rejoindre. Donc, Hebdo Show se poursuit pour la troisième partie. Dans notre débat, on a donc décidé de revenir ce soir sur les stations de dessalement d'Oran et de Tipaza, en attendant donc l'inauguration des autres stations de dessalement. Mouloud Hachlaf est toujours avec nous, Khalden Batache également. Je me tourne vers vous, Badis Khnissa. On va parler un petit peu de géopolitique, si vous le voulez bien. Alors, la réalisation de ces nombreuses stations de dessalement, mais aussi la sécurité hydrique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un cap stratégique et un impératif pour l'Algérie ? Impératif très stratégique, très sensible aussi, puisque le président de la République, je pense qu'il a tout de suite, dans une clairvoyance et une prospective, voulu investir d'une manière très significative. Je pense que les chiffres sont éloquents en matière d'investissement. Je rappelle, c'est des investissements qui sont quand même lourds et qui plus est, qui sont portés par un financement national. Très important de le rappeler. Et moi, j'aimerais juste tout à l'heure revenir sur la projection. Non seulement 42% c'est faisable, en plus on ambitionne sur 60% à 2030. Donc c'est pour vous dire absolument. Donc il y a une feuille de route tracée, notamment portée par un capital humain, portée aussi par des hommes et des femmes engagés, déterminés à contribuer dans l'effort national pour porter justement haut et fort les couleurs de l'Algérie. Et là, je reviens un peu sur cette success story algérienne, puisqu'on peut évoquer aujourd'hui à l'international que c'est un storytelling qu'on doit fièrement porter et répéter à qui veut l'entendre, bien évidemment, n'en déplaise les mauvaises langues, que l'Algérie est capable. L'Algérie, aujourd'hui, est capable de porter des grands projets de grande envergure. Projet structurant. Structurant avec un... Absolument. Qui plus est, et je reviens sur la géostratégie, sur des secteurs stratégiques. Et je rappelle aussi que c'est non seulement une victoire contre le stress, et même je qualifierais la crise hydrique, mais aussi contre le changement climatique, puisqu'il est question aussi aujourd'hui, on sait que beaucoup de réfugiés climatiques aujourd'hui, et notamment l'Afrique, elle a vraiment la plus grosse part. L'Algérie, tel un pionnier, précurseur notamment en matière justement de cette technologie, d'ouvrir la voie effectivement, mais surtout aussi à terme de la partager avec l'Afrique, puisqu'on sait avec ses compétences. Puisque cette montée en compétences, l'Algérie dans sa diplomatie, toujours disponible notamment aux côtés de ses alliés, pourra effectivement accompagner notamment cette optique. Et puis je conclurai là-dessus, je dirais défi relevé et surtout promesse tenue de la président de la République qui, lui, je rappelle, a promis d'inaugurer ces deux stations avant même le Ramadan, chose faite aujourd'hui. Khalden Batache, je voudrais revenir vers vous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon vous, que l'Algérie est un acteur majeur dans l'industrie du dessalement d'eau de mer ? Oui, sans aucun doute. J'en veux pour preuve que l'Algérie est le premier pays africain en matière de production d'eau dessalée, deuxième pays dans le monde arabe en matière de production d'eau dessalée après l'Arabie Saoudite. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse sur un point qui a jusqu'à maintenant échappé aux analyses. Lorsqu'on parle de sécurité hydrique, mesdames, messieurs, c'est une question de défense nationale. Lorsque le président algérien parle de sécurité hydrique, ce n'est pas seulement le président qui parle, c'est le chef suprême des armées qui parle de sécurité hydrique. C'est une question
de sécurité nationale. Je pense que tu as dû le préciser, Tonto Gamal. La guerre de l'eau fait partie de ces guerres non conventionnelles de nouvelle génération à laquelle l'Algérie pourrait faire face. Nous avons des rapports depuis plusieurs années sur l'ampleur du stress hydrique. Le GIEC en parle, les Nations Unies en parlent. Et l'Algérie est peut-être l'un des rares pays dans le bassin méditerranéen à prendre le taureau par les cornes et à anticiper. On a fait le choix de miser sur le dessalement d'eau de mer. Le taux que tu as précisé, celui de 42% d'eau dessalée propre à la consommation, produite à partir de sources non conventionnelles, prouve que l'Algérie est une puissance industrielle en matière de dessalement d'eau de mer, tout simplement. On doit atteindre les 60% selon la stratégie de l'eau, ce qui est important aussi pour l'eau dessalée, parce que, sûrement Mouloud le sait, il y avait une certaine sociologie par rapport à l'eau dessalée, parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y avait les premières stations, les gens pensaient que cette eau ne pouvait pas être bue, ne pouvait pas être utilisée pour la lessive. Là, on a vraiment dépassé ce stade. C'est des idées reçues finalement qui absolument, ont été... les idées reçues... Pardon, les idées reçues ont été dépassées et l'eau est aujourd'hui dans les gens l'utilisent. Parce que c'est vrai que le président a bu l'eau de ses mains, de ses propres mains. Pour dire que... Exactement. Il a ouvert le robinet et il l'a bu devant les caméras. Attention, c'est des gestes forts, c'est des gestes symboliques. Ça veut dire que c'est une eau potable. C'est une eau potable qui est propre à la consommation et que tout le monde peut boire le plus normalement du monde. Elle est extrêmement potable. Exactement. Et on l'enrichit même parce qu'il y a une phase de reminéralisation. D'ailleurs, il y a une certaine marque étrangère qui utilise presque le même système pour nous vendre de l'eau minérale. Ici. Donc, parce que quand ça sort de chez nous, on va expliquer ça. Nous avons reçu plusieurs délégations étrangères, notamment de la Banque mondiale, qui ont vu le modèle de gestion de l'eau. Et avec la Sonatrach, là, il y a un point que je vais rebondir avec Sibadis Khlissa. Là, il y a une vision. L'État, ici, est en train de sécuriser ses citoyens. Nous avons un stress hydrique, des changements climatiques. Les derniers rapports des Nations Unies disent que nous devons avoir moins 20% de taux de pluviométrie d'ici 2050. Ici, il y a une réaction. Une réponse de la part de l'État algérien. C'est une anticipation et une réponse directe. Une réponse qui est étalée sur une stratégie en bonne et due forme. On était à 18, il y a une augmentation de population, il y a une augmentation d'activité industrielle. Donc, on monte à 42. À 42, on va calculer le nombre de populations et nos ambitions économiques. Vous devez savoir une chose, que l'eau dessalée ne sert pas que la population. Au niveau de LZ ou la zone industrielle, nous avons la station de Kahrama qui produit 86 600 mètres cubes jour. Donc, il y a une bonne moitié qui est vers la zone industrielle et l'autre vers la On a Skikda, une station à Skikda qui donne elle est à 120 000 mètres cubes jour, 30 000 pour Asmidal, une partie pour la population, 60 000 et le reste. Le rapport ici, c'est un très bon point. Le rapport ici, il y a un étroit rapport entre la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire. Chaque mètre cube que nous produisons aujourd'hui en eau dessalée, c'est un mètre cube d'eau conventionnelle qui est gardé pour l'agriculture, économisée. Il faut aussi penser aux générations futures, parce que le dessalement permet de protéger les eaux souterraines, les nappes albiennes. Ça permet de ne pas toucher à la nappe albienne. Parce qu'il faut penser à 100 ans, 200 ans, etc. Et nous avons des nappes dans le sud, notamment algérien. C'est également une stratégie, justement, parce que la mer ne s'assèche jamais. Elle est toujours là, avec les océans, etc. Et donc c'est une stratégie qui entre effectivement dans la vision de la sécurité hydrique. Donc, même dans la sécurité, je vais citer un exemple, parce que moi, j'aime parler avec des exemples concrets. Quand on voit la souveraineté et la sécurité. Il y a un exemple, l'été passé, il y avait une des stations en joint venture qui a pris feu dans l'une de ces unités électriques. On avait un antécédent où les étrangers ont mis pour ramener ces équipements, elle était à l'arrêt pendant 6 mois. La dernière fois, on va le dire, c'est celle de Benissaf, en plein été. Quand on voit, on a confié
ce dossier à un groupe aussi intégré et puissant comme la Sonatrach à travers ses filiales. À l'époque, le PDG de la Sonatrach, M. Hajiji, a pris la décision et a ordonné à l'ensemble des filiales de trouver les références des armoires électriques dans même des raffineries. Et comme c'est un groupe intégré, il peut le faire. Et ils ont ramené ces armoires électriques avec les instructions du PDG de Sonatrach et ils les ont mis dans cette station. Cette station ne s'est arrêtée que 48 heures. 48 heures, on a repris partiellement et après 5-6 jours, elle a repris avec ses pleines capacités. Pourquoi? Il y avait un groupe d'intervention que je salue à cet instant, c'est LQS. C'est une filiale très technique. C'est des jeunes qui sont excellents dans la maintenance, mais vraiment du jamais vu. C'était un groupe de commandos là. Dans la maintenance d'urgence. Dans la maintenance d'urgence. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la sécurité hydrique et la sécurité de ces installations passe par le développement, la production des équipements, la maîtrise de cette technologie, de cette maintenance, parce que l'eau, c'est primordial quand on voit la sécheresse qui perdure. Là, c'est un gros problème. Très bien. Ouad, vous vouliez savoir si l'Algérie était une puissance industrielle en matière de dessalement d'eau de mer. Il y a un paramètre qui le démontre très bien. Avec tout ce qu'investit l'Algérie, le prix du mètre cube d'eau n'augmente pas, il ne bouge pas. C'est le même et c'est l'un des plus bas au monde. Malgré que la technologie de dessalement était coûteuse. Ouais. Et également énergivore. Énergivore, justement, c'est la question que je voulais poser. Je vous ai entendu dans une interview que vous vouliez aller vers l'énergie solaire pour alimenter. Dans le futur programme, nous terminons ce programme. La direction de développement a mis les nouveaux cahiers de charges. Ces cahiers de charges doivent faire intégrer un mix énergétique. Un mix énergétique, notamment avec l'installation, comme l'a si bien dit le PDG de la Sonatrach à Oran, c'est des firmes photovoltaïques autour de ces stations. Donc, 60 hectares de firmes photovoltaïques peuvent faire marcher une station de dessalement. Quand on calcule le coût énergétique, il représente près de 30% dans cette production d'eau non conventionnelle. Donc, et là, c'est un point essentiel. L'Algérie s'est payé, on va dire, le luxe de faire le dessalement d'eau de mer parce que c'est un luxe que pas beaucoup de pays, y compris des pays, ne peuvent pas se le permettre. Ça coûte très cher, c'est des investissements lourds, c'est des investissements. Aujourd'hui, le modèle que nous donnons à travers les filiales du groupe Sonatrach, c'est un modèle viable pour les 25 ans à venir. Cet investissement que vous voyez a tout ce qu'il faut en matière de gestion, financement pour sa maintenance pour les 25 ans. Il sera largement rentabilisé. Pour les 25 ans à venir. Donc, et la subvention étatique est là, mais là, il faut rentrer dans un autre volet sur la nécessité de rationaliser. Moi, j'allais poser un débat fort. D'abord, rappeler une chose, c'est rare quand un président tient une promesse, en l'occurrence, la promesse a été tenue avec brio, 26 mois, ça a été dit, de rappeler que c'est 70 entreprises industrielles algériennes, de rappeler que c'est pas rien, parce que j'ai quelques chiffres, 20 bureaux d'études, ce qui est quand même pas rien non plus, de rappeler que c'est énormément de compétences qui ont été coalisées, de rappeler surtout que la Sonatrach, c'est d'abord l'or noir. 250 sous-traitants. Oui, c'est en ça que c'est énorme. C'est l'or noir qui devient de l'or bleu, c'est-à-dire qui valorise de la richesse qu'on n'avait pas forcément idée de valoriser. De rappeler que c'est un pays qui était émergent et qui commence à montrer effectivement dans certains domaines d'activité une performance qui n'était pas attendue. De rappeler qu'effectivement on est numéro 2 dans le monde arabe et qu'on autofinance tous nos programmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des plans de montage délirants, Banque mondiale, BAD ou je ne sais. C'est l'autofinancement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dépendance vis-à-vis de l'extérieur, que la rentabilité sur 25 ans est largement acquise. Et surtout de rappeler que le fait de gérer l'eau de cette façon, dans un stress hydrique très prononcé, on est un des pays avec le plus fort taux, qui avait le plus fort taux de stress hydrique avec la Libye, aujourd'hui on se met à l'abri. La souveraineté doit être d'abord au niveau effectivement économique, on s'autofinance, au niveau effectivement énergétique, et l'idéal c'est d'arriver à ce mix énergétique avec des stations effectivement qui soient alimentées par le solaire. Ensuite, la sécurité alimentaire, ça a été dit, par rapport à l'économie d'eau, au goutte à goutte. On y va doucement, on ne la gâche pas. Et puis surtout de rappeler quand même une chose essentielle, c'est qu'on parle du vivant.
c'est pas seulement le fait d'alimenter la population. 1 million d'Algériens qui arrivent tous les ans, puisqu'il y a des naissances qui font une croissance exponentielle incroyable. On a dépassé la question de la transition, puisqu'on est relancé sur la croissance de la population. Mais de rappeler une chose, c'est que le fait de pouvoir nourrir sa population, de l'alimenter en eau, parce qu'on avait un problème d'eau à une époque, et j'ai connu ça très jeune. Aujourd'hui, ces questions-là vont être réglées. En 2030, 60% des besoins seront alimentés par de l'eau de mer qui est ouverte. La Méditerranée est ouverte sur l'Atlantique, donc il n'y a aucun problème d'alimentation. Mais de rappeler une chose, c'est que moi, c'est là où ça me fait chaud au cœur. Il y aura 3000 étudiants qui vont sortir des écoles spécialisés dans le domaine. Il y a une intégration, effectivement, verticale et horizontale de tous les champs d'activité. Et c'est le moteur de l'économie algérienne qui est à l'origine de ça, à savoir le pétrole, le gaz. On sait maintenant qu'ils ont une expertise et qu'ils ont su capitaliser pipeline, tout ça, pour porter l'eau jusqu'à 150 km à l'intérieur du territoire. C'est pas rien. Donc tout ça dit quoi? La souveraineté, ça commence d'abord par les compétences qu'on a acquises chèrement, avec 30% de technologie algérienne, il faut le rappeler, et à terme 100%, mais surtout 100% de compétences de nos ingénieurs. Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que le pays se développe. Kamel, en plus de ça, pardon Mouloud, c'est qu'il faut noter qu'il y a aussi un plan d'urgence pour l'eau. De 27 milliards de dinars, parce qu'il y a une wilaya comme la wilaya de Tiaret, et je pense que le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé un plan d'urgence pour cette wilaya. On l'a constaté l'été passé, il y a eu quelques problèmes de l'ouest algérien et du centre-ouest aussi. Et donc, je voulais poser aussi une question, si vous permettez-nous, à Mouloud, parce que à ce jour, c'est les wilayas côtières, ça veut dire principalement Oran, Skikda et les autres. Le projet est d'aller, Khaldin l'a expliqué, d'aller à l'intérieur des territoires, ça veut dire à l'intérieur de wilaya. Est-ce qu'il y a un projet pour que les wilayas de l'intérieur qui souffrent justement du stress hydrique peuvent bénéficier de ça tout? En fait, en premier lieu, tout est étudié selon la densité de la population. Donc c'est pour ça, et le stress hydrique, c'est pour ça qu'on trouve une bonne partie du parc des usines de dessalement à l'ouest, parce que c'est là où il y a un grand problème. Mais avec les changements climatiques, cela va à l'est. C'est pour ça que le programme complémentaire va de Taraf, Béjaïa, Boumerdes, Tipaza et Oran. Donc c'est le programme complémentaire 1. Le programme complémentaire 2, il va vers Jijel, Skikda, etc. Quand on dit Jijel, généralement, il y a de l'eau. Mais là, c'est pour partir à l'intérieur du pays. Le programme, il y est. Le programme complémentaire numéro 2 n'est pas destiné principalement pour les villes côtières, mais il est destiné à l'intérieur du pays. Mouloud, si tu permets, la station de Fouka alimentera bien la wilaya de Blida. Que je sache, la wilaya de Blida n'est pas une wilaya côtière. Voici déjà un premier projet pilote. Parce qu'il y a une stratégie, Khaldin, il y a une stratégie. Il ne faut pas oublier que nous avons l'ancien programme qui est là. Quand le nouveau programme, par exemple, quand Fouka rentre en service, elle va désengorger ou décompresser Fouka 1. Fouka 1, elle desservira complètement Tipaza, et Fouka 2, elle sera disponible pour donner de l'eau à Blida et à Alger, donc le plus rapidement et le plus facilement. Boumerdes aussi. La wilaya de Tipaza, je tiens à le préciser, qui est desservie de manière hybride, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a une partie de la wilaya, la partie est, qui est desservie essentiellement via le dessalement d'eau de mer à partir de la station de Fouka 1, mais tu as la partie ouest de la wilaya de Tipaza qui est desservie via le barrage de la région de Dammous, de Kefendir, qui est transféré dans les eaux. Mais quand Fouka entre en service, il n'y aura plus ce problème. Donc, parce qu'elle donnera, nous sommes en train de parler d'un programme qui donnera pour 15 millions d'habitants. Rien que le programme complémentaire, sans compter l'ancien programme, sans compter le futur. Nous parlons d'une sécurisation presque totale en matière d'eau potable. Donc, nous sommes concentrés, nous, aujourd'hui, ces réalisations sont là. Et ceux qui font de l'oléoduc, en vérité, les spécialistes de l'oléoduc, ils savent faire le quaduc aussi. Ils ont une compétence qui est totalement cohérente. Exactement. Et donc, nous sommes concentrés sur ce développement, sur cette optimisation en énergie, sur le devoir de produire tout ça ici, localement en Algérie. Et croyez-moi, il y a beaucoup de firmes étrangères qui veulent le faire parce que c'est un marché prometteur. Nous allons parler d'un point stratégique. N'oublions pas qu'il y avait la tripartite Algérie, Tunisie et Libye. Nous avons 2 jours après reçu le ministre de l'hydraulique tunisien qui est venu à Al Marsa, qui est une expérience algérienne.
qui était vraiment ravi de voir tout cela et avait hâte de travailler avec l'Algérie. Aujourd'hui, le dessalement d'eau de mer, c'est un atout diplomatique et stratégique pour l'Algérie. Nos entreprises et même les EPCistes avec qui on a travaillé aspirent, à travers Sonatrach et sa filiale, aspirent à aller vers des marchés africains, à aller refaire cette expérience, cette belle expérience dans d'autres pays. Au jour d'aujourd'hui, notre priorité absolue, c'est de finaliser, bien sûr, nos programmes ici à l'échelle nationale, mais partir à l'étranger, c'est très tentant pour les filiales de la Sonatrach. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est le projet du président, c'était aussi une autosuffisance alimentaire, avec le développement à outrance de l'agriculture. C'est un puzzle qui est en train de s'assembler. Exactement. Et ça, c'est une vision, ce qu'on appelle une vision, et une cohérence, et une vision économique et une vision alimentaire. C'est-à-dire que pour développer au maximum l'autosuffisance alimentaire que nous voulons, qui est à hauteur de 82% aujourd'hui, nous avons besoin, l'agriculture a besoin d'énormément d'eau. C'est très consommateur d'eau, l'agriculture. 70% de nos ressources en eau partent pour l'agriculture. Ces projets-là sont en symbiose totale avec le projet de développement de l'autosuffisance alimentaire et du déploiement et du développement de l'agriculture. Donc, tous les dés s'assemblent, tout le puzzle s'assemble parce qu'il y a une vision économique et une vision stratégique. Tout ça sur comme tu l'as bien dit, sur des acquis uniquement algériens et avec des fonds uniquement algériens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a entendu un peu partout les fameuses aides de développement qui sont données par des pays fantômes, d'accord, et par des agences fantômes. L'Algérie paye avec son pognon. Excusez-moi d'être vulgaire, hein, c'est son pognon. C'est le pognon de personne. Quand l'Algérie fait des infrastructures de cet acabit-là, c'est son argent, uniquement son argent. On ne dépend pas, et tu m'arrêtes si je me trompe, Mouloud, ni de la Banque mondiale, ni du FMI, ni d'aucune aide de développement international pour la nourriture, pour l'aide à la nourriture ou pour l'aide à l'eau. Donc c'est ça qui est important. Et cette dépendance alimentaire, cette dépendance hydrique, et ainsi de suite, énergique, tout ça, ça ne fait qu'une chose, renforcer notre souveraineté. N'oubliez jamais ça. C'est important. Très important de rappeler un truc, c'est essentiel. Parce que ça, cette indépendance. C'est le nerf de la guerre, justement. Pardon, Gamal Abina, je vous redonne la parole dans quelques instants, le temps d'écouter le président de la République encore une fois et on revient. محطة هذه نتاع كاب بلون رأس أبيض هي أولى من سلسلة نتاع عدة محطات 5 محطات إن شاء الله في ظرف هذه 5 أيام ندشنوهم كل واحدة بوحدة وستليها محطات أخرى مثل ما التزمت أنا كل ما تكون لي مناسبة أن ننجز محطة تحلية بحر على الشواطئ الجزائرية سنفعل إن شاء الله. عندنا الإمكانيات عندنا الرجال بالأخص. Gamal Abina, vous vouliez intervenir. Très court, j'essaie d'expliquer une chose, je rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'il y a un caractère stressant en matière de financement des projets. Je prends exemple, il y a des pays alentours qui souffrent comme nous d'ailleurs, nous souffrions, c'est plus le cas aujourd'hui, de ce stress hydrique avancé, qui subissent de la sécheresse et qui, pour le seul fait de seulement faire un montage financier pour financer le projet, ça prend des mois et des années. Or, nous, ce stade de financement du projet ne prend pas de mois. Il y a une décision qui est prise et ça se fait tout de suite. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas vraiment ça, mais c'est le montage financier est très important. Déjà, la complication pour plusieurs pays, c'est de faire ce modèle économique, ce montage financier des projets. Et croyez-moi, AEC, filiale de la Sonatrach, c'est bien le faire depuis un bon moment. Est-ce qu'il y a un délai justement pour terminer tous les projets qui restent? Donc, nous, on a utilisé un autre système. C'est un rétro-planning. Au fait, quand on est dans l'urgence, on fixe une date pour livrer. Et c'est à partir de ce deadline qu'on commence à revenir sur les étapes selon un deadline. Parce que si on ouvre le process avec les deadlines les plus à l'aise, on n'en finira jamais parce que tout le monde voudra bien prendre le temps de bien finir, le temps de bien... Mais ça ne veut pas dire que tout n'a pas été fait en bonne et due forme, si, mais c'était un rétroplanning parce que là,
On devrait savoir, on n'a pas fait les 25 mois ou les 26 mois comme ça parce que c'est un challenge sportif ou un truc comme ça. C'est une urgence. L'Algérie avait et a besoin d'eau en urgence. La sécheresse, c'est un programme, je dirais, autant que citoyen avant tout, de priorité vraiment nationale. Quand on cette voit notion de défense nationale. Exactement. Donc, c'est pour ça que toutes les entreprises nationales algériennes à leur tête Sonatrach ont mis le paquet. Parce que quand on voit un groupe Sonatrach, leader oil and gas, avec son PDG qui fait des réunions hebdomadaires avec l'ensemble des filiales pour suivre ces projets, non seulement des rapports au quotidien, et je tiens à remercier une chose, c'était très important pour que ces projets marchent, c'est une synergie jamais vue entre toutes les autorités, tout corps confondu. Alors, monsieur Hachlaf, une dernière question, il nous reste 4 minutes, une dernière question, puis après je fais un petit peu tourner le débat. Alors on sait que tout le bassin, l'ensemble des pays du bassin méditerranéen souffrent de stress hydrique. Est-ce que sur le long terme, je ne sais pas, peut-être que l'Algérie pourrait aider ces pays voisins justement? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un atout. Aujourd'hui, c'est un capital très important pour l'Algérie, pour venir en aide à ses voisins, pour aller investir économiquement et gagner de l'argent, et pour aider ceux qui en ont besoin. Avec notre programme de développement, si nous commençons à produire les membranes ici en Algérie, c'est un point fort, parce que le cœur de ce métier, le cœur de l'argent déboursé dans l'exploitation, c'est les membranes, et on y est presque. Il y a aussi un projet ambitieux, un ambitieux programme d'exploitation d'eau profond dans le cadre de la politique du président de la République. À l'instar de Béchar, qui sera inauguré prochainement par le président, il y a déjà une utilisation de ces eaux sur plusieurs forages qui permettra à cette wilaya d'avoir de l'eau sur les 25 prochaines années. Tout ça, c'est un cadre qui a été mis en amont justement par le président de la République. Et moi je le dis toujours autour du plateau, et mes collègues peuvent vous le dire, quand il y a une volonté politique ferme, tout le monde suit la danse. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on a une politique ferme, ou par exemple à Béchar, que le président va bientôt inaugurer, là je crois c'est dans quelques jours, le barrage de Djouf Tarba sera, je vous le dis, à sec s'il n'y avait pas eu justement cette nouvelle... par le passé. Voilà, mais sera à sec s'il n'y avait pas justement cette nouvelle dynamique, on va dire, hydrique. La sécurité hydrique, c'est aussi de faire face à ce qui peut se passer, parce qu'on est toujours dépendant de la pluviométrie, on est toujours dépendant de certaines choses. L'envasement des barrages, la pluviométrie. Exactement. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir en amont la sécurité de ne pas tomber en panne. C'est de ne pas réagir. C'est ça. En fait, prévenir, c'est guérir. Quand on parle du Sud, il y a un point très important que nous développons, les eaux saumâtres. Car l'eau salée n'est pas en mer. L'Algérie a un grand potentiel, parce qu'il y a une étude à Oued Mghiyar où il y a un potentiel de 15 millions de mètres cubes. Notre direction de développement d'AEC Filiale Sonatrach a développé un modèle de skid. Nous pouvons acheminer des petits skids de 5000 à 4000 mètres cubes jour. C'est des skids, c'est des petits conteneurs mobiles que tu peux envoyer partout là où tu veux. On peut envoyer partout. Il suffit d'avoir une conduite d'eau, de distribution d'eau potable pour les mettre sur place. Il y a de l'eau saumâtre à Beskara, à Tougourt, à Mghiyar, Oued Souf aussi. D'ailleurs, à Oued Souf, il existe déjà ce procédé. Il y a la remontée des eaux et les eaux saumâtres. Exactement. Et nous développons cela. Quand il y a eu justement le barrage de Djouf Tarba qui était à sec, Béchar était sans eau pendant quelques temps. Non, mais pendant quelques... Et justement, ça va permettre d'avoir de l'eau H24, et ça sur les 25 prochaines années. N'oubliez pas que c'est très important de donner une continuité à toutes les wilayas. Béchar, c'est, voilà, on sait par rapport au temps, par rapport à la sécheresse, par rapport à tout ça, c'est très difficile à certains moments. Et justement, cette inauguration qui va avoir lieu dans les prochains jours va permettre à avoir cette assurance hydrique permanente pour le quart de siècle prochain. Le dernier mot. Dernier mot, très rapidement, c'est l'Algérie qui gagne, effectivement. C'est l'Algérie, Toujours, j'ai rappelé tout à l'heure. toujours. J'ai rappelé effectivement où cette lutte contre la sécheresse, contre le stress hydrique, contre aussi le changement climatique. J'aimerais aussi rebondir et peut-être approfondir rapidement un point très important. Quand on dit l'eau, c'est la vie,
mais l'eau, c'est le développement aussi. Excellent. Et c'est très important Ouais, de le dire. je Pourquoi? suis Parce que c'est une solution intégrée aujourd'hui qui permet effectivement d'apporter une diversification non seulement de l'approvisionnement en eau, mais aussi de l'approvisionnement en matière d'industrie, celle qui est consommatrice d'eau d'une manière volumineuse. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, ça répond aussi à une question très intrinsèque à travers l'industrie pour pouvoir voir cet essor, ce développement significatif, notamment à travers le dessalement d'eau. Ça nous permettra d'arriver à nos ambitions, ça permettra de ne pas freiner nos ambitions économiques. Merci, merci monsieur Mouloud Hachlef, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication d'Algerian Energy Company, filiale de Sonatrach. Merci également à vous, Kheddine Batache, d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Dans quelques instants, on va parler de littérature et de l'engouement international pour les écrivains algériens. Dernière partie, Nariman Zekar nous a donc rejoint sur le plateau. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nouhed, bonsoir à tous. Ce soir, vous avez donc choisi de nous parler du célèbre écrivain Yasmina Khadra. Exactement, qui ne connaît pas Yasmina Khadra, qui n'a jamais été bercée par ses œuvres. C'est une figure incontournable de la littérature algérienne et même internationale. Son style d'écriture mêlant suspense, poésie et réflexion lui a valu un large public à travers le monde avec des ouvrages traduits dans plus de 50 langues. Et franchement, ça fait plaisir aujourd'hui de voir que nos écrivains sont honorés même à l'étranger. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, je rappelle que Mohamed Moulsoul, alias Yasmina Khadra, a été doublement honoré à Valence en Espagne. Après avoir reçu le prestigieux prix Pepe Carvalho, il s'est vu décerner il y a quelques jours le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée, deux prix qui témoignent aujourd'hui de la reconnaissance de la qualité et de la profondeur des œuvres de l'écrivain algérien. Il a eu le prix de la ville d'Alicante aussi. En plus de ça. Ça fait 3 prix. 3 prix. Donc des œuvres qui ont d'ailleurs été plusieurs fois Faisal adaptées au cinéma. On peut citer Morituri par Akasha Touita, Ce que le jour doit à la nuit par Alexandre Arcadi, L'attentat par Ziad Doueri et bientôt une adaptation du roman À quoi rêvent les loups par le réalisateur franco-algérien Selim Keshouch qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques semaines. Et il faut noter que le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée est une récompense qui distingue uniquement les auteurs les plus influents de la littérature contemporaine. Les organisateurs ont d'ailleurs été impressionnés par les thématiques abordées par l'auteur, que ce soit le dialogue interculturel, les problématiques sociales, les conflits politiques ou encore la question de l'identité. Des thématiques qui parlent profondément à tous les Algériens et à toutes les Algériennes, dont le président Abdelmajid Tebboune, qui a tenu à féliciter personnellement Mohamed Moulsoul dans un post sur les réseaux sociaux écrivant, je cite, au vaillant fils de l'Algérie, Mohamed Moulsoul, alias Yasmina Khadra. Félicitations pour ce prix qui vous a été décerné par l'Espagne, pays ami, et qui vient une fois de plus illustrer votre grand talent dans le domaine du roman. Félicitations à la culture algérienne. Je vous souhaite davantage de succès. Fin de citation. Yasmina Khadra qui s'est d'ailleurs dit très touché par ces félicitations, rappelant qu'il avait été félicité et primé par plusieurs pays, mais c'est la première fois qu'il a été félicité par un président de la République. Preuve finalement que l'Algérie aime ses écrivains et que l'Algérie soutient corps et âme ses écrivains, contrairement à ce que prétend la propagande de l'extrême droite française, n'est-ce pas Faisal? Absolument, parce qu'on nous dit, après l'incarcération de Barlam Sansal, qui est poursuivi pour avoir porté atteinte à l'intégrité nationale, l'unité nationale selon le code pénal, on nous dit, certains écrivains, dont Kamel Daoud notamment, Nalimel, qui nous dit l'Algérie est un pays qui n'a pas les écrivains. Comme s'il y a
dans le monde que Kamel Daoud qui écrit en tant qu'Algérien ou franco-algérien ou français actuellement parce qu'on ne sait plus, en lisant ce qu'il dit. L'Algérie a produit beaucoup de grands écrivains, Serge Jabbar notamment, Rachid Boujdra, Tahar Wottar, Yasmina Khadra, Ahlam Srani aussi, Fadel Al-Farouk, pour ne citer que cela, Bachar Mefti, il y en a beaucoup qui écrivent en arabe et en français. On voit cette richesse d'écrire en deux langues et à traverser les frontières. Yasmina Khadra a eu son livre seulement Ce que le jour doit à la nuit, plus d'1 million d'exemplaires, ce qu'aucun écrivain français n'a obtenu. Ouais, c'est un grand succès. Oui, absolument. Et le message du président Abdelmajid Tebboune est intéressant parce qu'il a évoqué l'Espagne, un pays ami. Parce que figurez-vous que la France, où ce pays, Yasmina Khadra édité ses livres, et il édite toujours, à mon avis, n'a jamais eu de prix. Pas qu'en France, prix. Oui, bien sûr, il est traduit au moins dans 17 langues, et notamment au Mexique, parce qu'il a séjourné à un moment donné au Mexique. Donc, Yasmina Khadra est présent en Amérique du Sud et d'autres pays. Donc, Yasmina Khadra, vous l'aurez remarqué, il a disparu des radars des médias, il ne parle plus, parce que Yasmina Khadra n'utilise pas le langage utilisé par les Boualem Sansa, les Kamel Daoud, etc., où on insulte à longueur de colonne et à longueur d'interview l'Algérie, son histoire, sa société. Et bravo à Yasmina Khadra pour ses prix. Badis, ça nous change un petit peu avec... Complètement, non, mais c'est très bien de le rappeler. Ce sujet est important et qui plus est renforcé par le message du président de la République, Abdelmajid Tebboune, comme pour marquer aussi un coup de dire, effectivement, l'Algérie soutient et derrière ces intellectuels, derrière ces écrivains, derrière toutes les personnalités, notamment... qu'elle soit ce que je qualifie de la diplomatie culturelle, c'est qu'il y a un certain ambassadeur en première ligne qui effectivement défend les couleurs de l'Algérie, qui fait la fierté et l'honneur de l'Algérie. Donc c'est tout à fait normal que le président lui apporte son soutien, mais aussi nous, en tant qu'Algériens aussi, on est fiers de voir ce type de personnages qui font la fierté, mais surtout aussi par opposition finalement, ça tombe bien. Par opposition à ce que j'ai qualifié d'écrivains mercenaires ou d'écrivains plagiaires. Est-ce qu'on a remarqué également, Badis, comme le disait Faisal tout à l'heure, c'est qu'à travers cet événement, il y a eu un petit réchauffement des relations entre Madrid et Alger, à travers le petit message du président Abdelmajid Tebboune. Mais également, il y a eu la rencontre hier du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, avec son homologue espagnol, José Manuel Álvarez Bueno, en marge de la réunion ministérielle du G20. Badis Khanissa, est-ce qu'on peut dire que le message du président Tebboune et la rencontre d'Ahmed Attaf avec son homologue renforcent aujourd'hui le retour à la normale des relations entre les deux pays? L'Algérie et l'Espagne ont j'irais fondamentalement des relations intrinsèques, qu'elles soient géographiques, géopolitiques, géostratégiques, mais aussi historiques. Donc c'est tout à fait normal de impulser une nouvelle dynamique, notamment favorable, mais surtout aussi dans une approche différente, avec une espèce de renouvellement, notamment de l'approche, qu'elle soit toujours... En plus du dégel des relations commerciales. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on est amené, effectivement, il ne faut jamais insulter l'avenir, on est amené à avoir un avenir commun, et je pense que l'Espagne, avec un raisonnement, s'est ressaisie notamment sur certains aspects, notamment géopolitiques, et notamment le Sahara occidental par le passé, mais aussi par le fait que l'Algérie a su démontrer que c'est un pays fiable, c'est un pays sérieux, notamment je reviens sur l'approvisionnement énergétique, dans laquelle elle est restée quand même fidèle à ses engagements contractuels, notamment en matière d'énergie, à travers l'Espagne, à travers l'Europe. Donc oui, l'Algérie, encore une fois, c'est l'Algérie qui gagne, c'est l'Algérie qui fait la fierté de nos compatriotes et de nos concitoyens là où ils se trouvent. Et Gamal, il faut noter aussi que l'Espagne est le pays qui a la position la plus avancée concernant la question palestinienne. Ah, au moins, oui. C'est vraiment là, on voit vraiment l'Espagne de gauche qui brille par des prises de parole extraordinaires et très, très volontaristes. Et moi, je suis très content de voir qu'il y a un rapprochement normal et stratégique entre l'Algérie et l'Espagne sur le plan politique aussi, puisqu'ils partagent une cause commune sur la question palestinienne. Puis la question de M. Khadra, que j'ai déjà rencontré d'ailleurs en France, c'est pas rien. L'honorer, ça a un sens. C'est pas seulement culturel. Donc effectivement, oui, le rapprochement algéro-espagnol casse complètement la fausse idée selon laquelle l'Algérie serait isolée, ce qui est ridicule d'ailleurs. Très bien, merci. Un dernier mot, Mahdi. L'Algérie a toujours été un ami de l'Espagne et l'Espagne a toujours été un ami de l'Algérie. Comme dans toute relation, des fois il y a des tensions. Je pense qu'elles sont apaisées, que l'avenir est à nous. L'Algérie et l'Espagne resteront encore de longues et longues et longues années des partenaires important sur tous les plans de vue. Et comme l'a dit Badis, l'Algérie gagne toujours. À chaque fois, c'est nous les gagnants. On arrive, mesdames et messieurs, à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à toutes les personnes présentes sur ce plateau. Merci à la technique également. À très bientôt.